beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord saluer tous les Maliens, tous les Africains, tous les Noirs partout au monde où ils soient et les bons gens. Je salue votre équipe depuis Moscou. Par rapport à votre question, pourquoi on a demandé à ce que le MINUSMA nous libère le pays? Parce que, en un mot, on dit la MINUSMA, la force multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali. Mais malheureusement, la MINUSMA a été la force multidimensionnelle de déstabilisation du Mali. Voici la raison pourquoi on leur a demandé de plier bagage. Et je m'explique. La MINUSMA, la décision 2100 qui les a envoyés ici, demandait à ce qu'ils aident le gouvernement malien à retrouver les derniers mètres carrés de son territoire et de recouvrer son intégrité territoriale et sa souveraineté. C'est l'ensemble du territoire malien. Mais quand la MINUSMA est arrivée, c'est le contraire qui s'est produit. Ceux qui nous dérangeaient, et ceux contre qui on les a appelés pour venir nous aider à venir à bout, et ils sont venus, quand ils sont arrivés, ils sont devenus des complices de ceci. Et puis des complices ouverts. Ça ne se gênait plus, c'est eux qui armaient nos ennemis, c'est eux qui les entretenaient, c'est eux qui fomentaient, en un mot, ils sont devenus part du problème. Au lieu qu'ils soient la solution, ils sont devenus une partie du problème. Voici la raison globalement pourquoi on les a chassés. D'ailleurs, pour ceux qui vont penser que je ne fais que des affirmations gratuites, je leur dis que on a monté déjà un dossier très très lourd depuis 1 an qu'on est en train de demander au Conseil de sécurité de nous laisser nous exprimer sur ce dossier, montrer à la face du monde la fausseté de la soi-disant communauté internationale. Parce que finalement, on a des problèmes de définir qu'est-ce que c'est que la communauté internationale. Si c'est la France qui fait la communauté internationale, ou bien la France et ses amis, et le reste du monde. En fait, on a suffisamment de preuves que la MINUSMA finance, donc monsieur Diabaté, entraîne et le MINUSMA protège les terroristes chez nous. D'accord. Donc vous dites que c'est pas juste une décision comme ça politique, mais c'est une décision avant tout sécuritaire et de défense, parce que les autorités ont un ensemble de preuves factuelles que cette MINUSMA, comme vous le dites, n'a pas été une mission multidimensionnelle de pacification, mais de déstabilisation du Mali. Absolument. Et je tiens à mes mots, et d'ailleurs, comme notre ministre de la Défense a l'habitude de le dire, la MINUSMA et le reste des forces étaient devenus de l'embouteillage sécuritaire dans notre pays. Donc, en tant que quelqu'un à son poste, de ce niveau, il ne pouvait pas être plus clair que ça. Tous comprennent ce qu'il veut dire. C'est-à-dire la MINUSMA était devenue part du problème, au lieu que ça soit une part de la solution. Donc, c'était cet embouteillage-là qu'on a voulu enlever. Et ce n'est même pas les autorités, c'est qu'on va vous faire croire là-bas, mais c'est la population même. C'est nous-mêmes qui avons décidé, parce que c'est nous qui les vivons au quotidien, nos parents dans les différentes villes et les villages, où ils travaillent, où ils fonctionnent, où ils sèment la terreur, où ils sèment l'air, je ne sais même pas comment dire. C'est la population même qui est sortie. Et pour éviter le pire, le gouvernement était obligé de demander aux Nations Unies de ne plus renouveler les mandats et demander à la MINUSMA de sortir. Parce que l'État n'allait plus contenir le peuple, parce qu'on respecte notre gouvernement, on le supporte 100%, comme je suis sûr que vous êtes au courant. Mais l'initiative a été 100% populaire. Et comme toujours, notre gouvernement n'a fait que valider la volonté du peuple, qui était que tout étranger qui n'est pas là pour nous aider n'a qu'à nous libérer notre pays. D'accord. Est-ce que c'est les mêmes griefs qui sont reprochés aux deux autres forces européennes, à savoir les forces de Barkhane françaises et de la Task Force Takuba? Absolument, monsieur. D'ailleurs, je vais vous dire sur le net, et puis après, on a contacté en personne. On a eu des militaires burkinabés qui ont servi dans la MINUSMA depuis le temps de Blaise.
Et ils ont fait de ces aveux-là odieux. Du président Blaise Compaoré. Merci. Comment Blaise logeait les rebelles, les djihadistes, comment eux, en tant que MINUSMA, ils étaient appelés à faire la protection des terroristes. C'est eux qui les encadraient après les opérations, c'est eux qui les accompagnaient dans les grandes villes du Burkina, dans les hôtels, et même quand ils commettaient des bêtises, c'est eux qui les enlevaient là-bas avant que l'armée malienne. C'est la raison pourquoi ils ont imposé cet accord de défense, Dieu merci, dont les Assimi se sont débarrassés maintenant, qui nous liait les mains et les pieds. Monsieur, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais je vous donne l'exemple de Farabougou. Quand les attaques ont commencé, le gouvernement malien était au courant à la période où il n'y avait que 2 ou 3 victimes. Mais avant que nous ayons accès là-bas, il a fallu 2 ou 3 jours pour que la France nous donne la permission de voler que nos hélicos volent là-bas pour venir au secours de notre population. C'est cet accord qui était signé et imposé sur nous, que sans l'accord de la France, de l'aménagement, nous, on ne pouvait pas voler sur le territoire de notre propre pays, même quand nos populations paisibles sont attaquées. C'est ce qui fait Farabougou. C'est ce qui a finalement dégoûté aux Maliens. Pendant longtemps, les Maliens ne se sont pas rendus compte de cet épisode, que le Mali pouvait être prêt à venir au secours de sa population, mais l'armée était empêchée par la France et l'aménagement et les autres forces Takuba qui avaient reçu instruction. Bref, ils étaient là, c'était pour la soudanisation du Mali. Pur et simple. Lisez l'accord d'Alger, vous allez comprendre que c'était le découpage du Mali, pur et simple. Donc, ils ne sont pas venus pour nous aider. Takubao, MINUSMA, Barkhane ou toute autre force qui était là, ils étaient là au service de leur maître, le but desquels était la scission de notre pays en 2. Et je vous rappelle que... Est-ce que monsieur Diabaté, est-ce que, enfin, les informations qui sont sorties dans la presse, ça fait quelques années, disait que même Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait soutenu la politique que vous décrivez maintenant, parce que il y a des gisements de pétrole, d'or et de matières premières dans les régions qui cherchent justement à se détacher du pouvoir central de Bamako. Absolument. Et ce que les rebelles du Nord n'ont pas compris, c'était la politique de diviser pour régner. Si ils avaient eu gain de cause, l'étape suivante, ce sera de se débarrasser d'eux aussi. Parce que le Toubab n'a pas besoin d'eux aussi, mais ils les utilisent comme instrument à cette première étape contre le gouvernement central malien. Mais nos frères du Nord n'avaient pas compris ça. Dieu merci, il y a plein qui commencent à comprendre et qui reviennent à la raison. Vous voyez? Et en Afrique, j'ai toujours dit ça. Dès que vous voyez un conflit perpétuel là, ne vous posez pas de questions. Il y a des ressources là-bas. Parce que l'Occident, c'est ce qui est bizarre, c'est les fils des pauvres qui sont les milliardaires. C'est-à-dire, l'Occident n'a rien comme ressource, mais c'est lui qui dominait. À cause de la domination du dollar, comme on dit ça, tout puissant, et l'exploitation des ressources des pays faibles. D'ailleurs, en cabinet privé, qui font dans les renseignements occidentaux, on dit toujours, il faut tout faire pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Parce qu'une Afrique qui s'affranchit, le niveau de vie va tomber dans tous les pays développés. C'est ça le mot d'ordre de toute politique que l'Occident mène à l'endroit de l'Afrique. Que les Africains le sachent. Le FMI, la Banque mondiale, toutes les autres structures soi-disant qui sont là pour venir au secours, ce sont des killers économiques et financiers. C'est tout. Que ce soit les relations soi-disant, on dit aide au développement, aide publique au développement, comme on dit ça, des dons. J'ai dit, mais réveillez-vous, Africains. Il n'existe pas de dons. Il n'existe pas d'aide dans les relations internationales, dans les relations entre États. Il n'y a que des intérêts. On te donne 100 francs en don, on te vole de l'autre côté 1 million. Comme Jomo Kenyatta disait dans sa fameuse intervention, il dit que quand le blanc est arrivé en Afrique, oui, le président kenyan,
Jomo Kenyatta. Et il dit, quand le blanc est venu, il avait la Bible et nous avions la terre. Ils nous ont demandé de fermer nos yeux et de prier. Quand on a ouvert les yeux, nous on s'est retrouvé avec la Bible et avec la terre. Tout est dit ici. C'est une belle image. C'est une très belle image. Merci D'accord. beaucoup. Alors, Monsieur Diabaté, dans le sillage de cette décision, et comme à l'accoutumée, donc beaucoup de médias occidentaux, mais notamment français, ont mis en garde contre un retour imminent des exactions terroristes dans le pays. Donc, le Figaro, à titre d'exemple, titre une tribune par le Mali livré à lui-même. C'est-à-dire, sous-entend que le Mali livré à lui-même, c'est-à-dire sans aucune capacité ni aide à faire face aux dangers terroristes. Alors, est-ce que ces craintes sont justifiées ou exagérées? Et où en est réellement la situation sécuritaire dans le pays, notamment dans le Nord? Merci, monsieur, pour votre question. C'est du déjà vu. L'occidental et toute leur guerre se passe dans les bureaux, dans les cabinets, tous les drames, toutes les catastrophes. Je peux vous donner plein d'exemples, comme le cas de l'Ukraine actuellement que nous vivons. Je devrais conseiller à Figaro de se rappeler un peu, au lieu de chercher aussi loin, comme les Russes disent, on ne voit pas Pishinka, Chujoi Iglas Vidis, à Brevnos, Iglas Vidis. Donc, une petite graine de sable là, tu vois dans les yeux de l'autre, mais un gros morceau de bois dans tes propres yeux, tu ne vois pas. Mais il y a la guerre civile en France déjà. On n'appelle pas les choses par leur nom. Pourquoi cela ne l'inquiète pas? La France est abandonnée, laissée à son sort. Elle ne peut pas venir à bout de ça. Vous vous rappelez, le jour là, le président iranien a demandé à la France de respecter un peu les droits de l'homme et de ne pas combattre contre sa propre population comme c'était contre une force ennemie. Et littéralement, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Pour rappel, les émeutes en France ont commencé la semaine dernière lorsque la police a abattu un jeune homme de 17 ans lors d'un contrôle routier. Selon la police, il refusait de se plier à ses exigences. Ce qui se passe dans plusieurs villes de France est comparé par certains à une guerre civile. Les manifestants brûlent des voitures et pillent des magasins. Les autorités ont recours à la police anti-émeute, à des véhicules blindés, à des gaz lacrymogènes et à des canons à eau. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées. Le gouvernement français a proposé de restreindre le fonctionnement des réseaux sociaux et le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a appelé à l'introduction d'une responsabilité pour les parents dont les enfants participent à des émeutes. Il a également été proposé d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale à 16 ans. Selon les sondages, environ 70% des Français se sont prononcés en faveur de l'imposition de l'état d'urgence dans le pays. Toutefois, le président Emmanuel Macron n'a pas opté pour cette mesure. Selon certains experts, il craint d'imposer l'état d'urgence parce qu'il n'a pas le contrôle de l'armée. C'est impensable. Un pays qui se pense civilisé, depuis l'histoire des Gilets jaunes jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, que cela soit dans la soi-disant vieille Europe, entre guillemets. Seulement, je me pose la question, d'où elle est vieille? Vous comprenez? Donc, que le Figaro s'occupe de ces problèmes. Bon, c'est du déjà vu, quoi. C'est leur manière. Et pour eux, il s'agit de dire seulement crier au diable pour que le diable apparaisse. Il s'agit de crier au feu pour que le feu apparaisse. C'est des abracadabranistes. Vous comprenez? Le Mali a toujours été abandonné seul à son sort. Mais seulement, d'abord, c'était à son sort contre Barkhane, contre la France, contre le MINUSMA, contre Takuba et tout le reste de ses cliques, ou bien Rakai. Maintenant, on a demandé pardon à Barkhane, on a demandé pardon à Takuba, et on vient de demander que la MINUSMA nous excuse. Au contraire, que Figaro dorme tranquille. On est très reconnaissant pour leur inquiétude, pour notre sort. Mais nous, notre sort et notre sécurité, on est capable de l'assurer. Mais je vous dis, Amal, s'ils disent que les actes terroristes vont commencer, c'est pas anodin, hein, parce que c'est la France même qui fomente ces histoires, qui finance et qui est tout juste au Niger à côté. Et à Mauritanie à côté. Ça, dans ce sens-là, je comprends. Et ce n'est pas autant une inquiétude, c'est comme une prélude, c'est comme une manière d'annoncer en avance ce qu'ils s'apprêtent à faire. Comme ça, ils vont toujours justifier que cela s'est passé parce qu'on a chassé la MINUSMA.
Mais l'affinissement était la force qui avait besoin d'être protégée. Vous vous rappelez quand Barkhane quittait, l'affinissement a dit que si Barkhane quitte, il n'y a personne pour les protéger. Mais vous comprenez le non-sens de Chaman. Cette force qui est là, Absolument, qui est censée protéger la population et aider le pays à prendre le dessus sur le djihadiste, dit qu'elle a besoin de protection de Barkhane et de Takuba. Et finalement, c'était le gouvernement malien qui plutôt assurait leur sécurité. Mais si vous comprenez le bon sens, je ne sais même pas le non-sens de la soi-disant communauté internationale. De quel abandon à lui seul il parle alors? On était abandonné en nous seuls face à la France, je répète, Barkhane, Minusma, Takuba. On les a tous chassés maintenant. Il reste seulement leurs relais locaux, leurs complices locaux, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont compris et sont en train de revenir à la raison et sont en train de trouver des moyens d'approche à notre gouvernement. Et la porte est grandement ouverte pour eux. Parce que les Toubabs là, c'est des venants. C'est nous qui sommes blancs. Les relations avec nos frères du Nord, ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est des millénaires déjà. Qu'ils sachent que l'étranger vient, il va repartir, c'est nous qui allons rester ici. Donc, comprenons-nous, faisons la paix chez nous. Et tout comme toute guerre, il y aura toujours des pardons, parce qu'on ne peut pas payer pour toutes les actions qu'ils ont faites, parce qu'il va falloir les tuer tous, ce qui n'a jamais été la solution. Mais mieux vaut commencer cette réconciliation plutôt que tard. Donc, le Figaro, merci, mais non merci. On est très reconnaissant pour leur inquiétude pour nous, mais plutôt qu'ils s'inquiètent pour la France, la guerre civile qui se passe en France aujourd'hui. Et nous allons trouver, d'ailleurs, j'ai dit que nous avons trouvé une solution à notre problème parce que, pour sa connaissance, le Figaro et les autres, qui connaissent très bien, mais ils essaient d'induire la population et la communauté internationale dans l'erreur. Depuis 8 mois, pratiquement, les rebelles n'ont jamais affronté notre armée en face à face. Ils ne peuvent plus. La paix a changé de camp. Les rapports de force ont changé. Grâce à l'aide de nos vrais amis. Ceux-là qui ne te prennent pas de l'argent pour un nouveau avion et t'envoient des vieux avions abandonnés au hangar qui, dès l'arrivée, est coulé au sol. Ceux-là qui coopèrent honnêtement. Ceux-là qui donnent la liberté à notre pays d'avoir son propre choix de partenaires, sa voie de développement et finalement de gérer, de décider de son sort. Donc, merci. Mais on est très reconnaissant pour tout ce qui s'inquiète pour nous. Mais c'est les inquiétudes qui ne sont autres que des mauvaises volontés déguisées. Et c'est comme une annonce à l'avance que bientôt la France va essayer de... Vous avez vu l'autre jour là au Burkina. Ces actes terroristes-là, ça se fait chaque fois avec la préparation de la France et de ses corporates. D'ailleurs, l'histoire de Moura, pourquoi ça a pris beaucoup de bien que vous n'avez pas posé la question? Je veux que la communauté internationale sache. Parce qu'on a tué beaucoup de Blancs là-bas. Quand je dis Blancs, c'est les Français, en priorité. C'est pourquoi notre rapport, ils ne veulent pas nous donner la chance de les présenter aux Nations Unies. Au Conseil de sécurité. On va insister jusqu'au jour où on va mettre à jour ou bien en pleine lumière du soleil tous les mal que la France a eu à commettre dans notre pays et continue à travers les différents moyens, les relais, de perpétrer au Mali. D'accord. Bien. Alors, dans le même sens de ce que vous venez de développer, M. Diabaté, est-ce que les forces armées maliennes arrivent-elles à sécuriser et pacifier le territoire national, non déplaise à ceux qui critiquent cette décision? N'en doutez même pas, vraiment. Et aujourd'hui, en un an, ce que les jeunes là ont fait, ça a été un rêve pour les Maliens et pour les Africains. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec les camarades Kémy Seba. Quand on venait accompagner amicalement, parce qu'à Mal, vous êtes africain, vous savez très bien, l'hospitalité, c'est la deuxième nature de l'Africain. On a toujours été des excellents hôtes.
Donc, on n'offende jamais nos invités, ceux qui sont chez nous. Donc, nos confrères panafricains étaient venus et pour qu'ensemble, on accompagne de façon polie, contrairement à ce que les Occidentaux auraient fait, de les accompagner de chez nous, de dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, de bons ou de mauvais, mais qu'il est temps de libérer les coins, quoi. En un mot, aujourd'hui, ce que notre armée est parvenue à faire, je vous dis, c'est pas pour les flatter, c'est pas parce que je suis malien. De toute façon, dans l'histoire africaine, c'était un miracle. En un an, la situation est aujourd'hui que, si vous avez compris, là, les référendums, là, ça a été mené sur toute l'étendue du territoire malien. Même le référendum sur le nouveau texte de la Constitution. Pour la nouvelle Constitution, le 18 juin passé. Même à Kidal, sur tout l'étendue du territoire malien, malgré l'opposition des rebelles, cela doit vous en dire beaucoup. Si on sécurise le pays ou pas. Oui, ces actes d'exaction isolés là, c'est que les gens font semer l'amalgame. C'est qu'il y a plein de banditisme là-dedans. Parce que la guerre est là déjà depuis 11 ans. L'approvisionnement de la population, surtout la jeunesse désœuvrée, parfois ils se livrent à des voies faciles d'accès à la fortune. C'est pour cela, maintenant, il y a des petits groupes dans les villages, parfois même des villageois, qui, à certains temps de la journée, ils prennent malheureusement la mauvaise habitude d'attaquer des bus ou bien des trucs comme ça, pour des raisons de fortune, des trucs comme ça, mais on qualifie tout ça comme du terrorisme ou bien des trucs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de banditisme que de terrorisme parce que, comme dans tout pays, après de telles longues guerres, il faut une certaine période, il y a toujours une période d'instabilité sécuritaire. Je dirais plutôt, c'est cette étape que nous vivons aujourd'hui et non une opposition à la frontale avec les djihadistes. Non. Aujourd'hui, si ce n'est pas l'aide de la France, les djihadistes n'ont aucune chance. Mais tôt ou tard, on va exposer davantage parce que même étant au Niger, ils continuent à commettre des bêtises sur notre territoire et on est au courant de tout. Et on est en train de prendre des mesures. C'est-à-dire vous dites les forces de Barkhane qui ont été déplacées au Niger continuent à faire des incursions à l'intérieur du territoire malien, c'est ça? Absolument, pas des incursions, mais fomenter des quoi avec des rebelles. Mais je l'ai toujours dit, hein. On m'a interviewé 1000 fois avant leur départ. J'ai dit que Barkhane, la France est partie pour rester. C'est-à-dire, elle n'a nulle part pour aller. Elle est partie pour rester, voulait dire qu'ils ne vont pas s'éloigner du Mali. Parce que pour eux, le Mali est en train de mettre leur vie en danger. Alors qu'ils n'ont pas compris. Il y a eu un changement civilisationnel très brusque, un changement générationnel que l'Occident n'a pas su attendre. Ils ont toujours cru qu'il était possible d'imposer à l'Afrique, comme ils l'ont tous fait à l'endroit de nos grands-pères, de nos pères, qu'ils étaient toujours capables de dire aux Blancs que c'est noir et que l'Afrique allait croire, parce que c'était eux les dieux. Mais maintenant, c'est le contraire. Aujourd'hui, le mot français, quand je dis le mot français, je dis la politique de la France à notre endroit, c'est-à-dire la politique extérieure de la France à notre endroit, est synonyme de dédain aujourd'hui. Parce qu'en France, ils aiment l'amalgame, on dit que oui, on est anti-français, on est anti-personne, comme Malcolm X dans le temps disait. On aime notre peuple tellement que les autres pensent qu'on les dédaigne. On n'a pas le temps pour ça. Effectivement, on n'a pas le temps parce qu'on a tellement de soucis, on a pris tellement de retard à cause de ces mêmes Français que plutôt on va faire face au défi de relever ces difficultés, ces problèmes, plutôt que de perdre du temps à haïr quelqu'un qui ne servira à rien. Seulement, on ne va plus laisser se paupériser, on ne va plus laisser la France ou qui que ce soit, prétendument puissant, nous imposer quoi que ce soit par rapport à nos propres ressources, par rapport à notre sort. D'accord. Alors, dans ce contexte, Monsieur Diabaté, une dernière question pour cette première partie de l'entretien. Comment évolue la coopération sécuritaire et militaire avec la Russie? Et pensez-vous que cette coopération est-elle bénéfique pour le Mali? Normal, excellente question qui me ravit beaucoup. Et merci de l'avoir posée parce que c'est là où je suis comme le couteau dans le gâteau, quoi.
Je ne veux pas dire plus que notre ministre de la Défense a dit, que finalement, on a eu des partenaires honnêtes, intègres, et qui font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Tout est dit là. C'était à l'arrivage de nos premiers nouveaux hélicos. Tous les pays étaient ravis. D'accord. Enchantés. Parce qu'avant ça, on payait de l'argent comptant pour des avions nouveaux et on nous envoyait des vieux avions abandonnés, des cultivateurs ou bien des miniers, je ne sais même pas, canadiens ou bien d'où là, qui venaient d'arriver au Mali là, ne pouvaient plus voler. Et finalement, on a eu des partenaires qui nous donnent. Et puis, quand nous avons besoin de l'armement, dès qu'on commande l'armement, en quelques semaines parfois, ça arrive, au lieu d'attendre des années. En un mot, des partenaires qui sont honnêtes dans leur coopération, qui ont prouvé et qui nous ont aidés en réalité. Aujourd'hui, si vous voyez que nous sommes fiers de notre pays, de notre armée, on est parvenu finalement à faire la grande majorité à relever la grande majorité du défi sécuritaire, c'est à cause de notre coopération avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et beaucoup d'autres pays honnêtes. Parce que les gens pensent que c'est avec la Russie seulement que nous coopérons. Non, nous avons des coopérations, des rapports très, très diversifiés. Ça, c'est une politique volontaire parce qu'on veut assurer notre indépendance nous-mêmes, sécuritaire. Parce qu'il y a un pays dont la sécurité n'est pas assurée par lui-même, lui ne doit même pas parler des pays, des nations. Parce que le pays qui assure ta sécurité, c'est à ce pays que tu appartiens. Donc, sur ce plan, je ne dis pas qu'on n'a pas d'inquiétude, parce qu'on a des ennemis qui sont très forts, mais pas autant forts qu'ils pensent, pas autant forts qu'ils puissent penser qu'on a peur d'eux. Non, pas ça. Mais je veux dire seulement qu'on ne va pas les négliger. Parce que la France, elle est partie pour rester. Elle est au Niger à travers la frontière. Chaque fois, ils font je ne sais même pas, des inepties, des trespassing à la frontière. Et on est au courant de tout. On prend des mesures parfois. On les menace parfois, ils comprennent, ils abandonnent leur choix. Parce qu'aujourd'hui, si dans le temps, on se battait à l'aveuglette, aujourd'hui, on a des yeux, notre armée. Vous comprenez ce que je dis? On a des oreilles. Oui. Parfois même, on a de la bouche. Donc, sur le plan sécuritaire, ça sûrement l'armée malienne aujourd'hui, alhamdulillah, et cela continue. Chaque mois, chaque 2 mois qui passent, on renforce notre capacité de défense. Et le Mali va venir à bout de ces défis. Et que nos amis ne s'inquiètent pas, que ses ennemis ne se ravivent pas. Soit disant que l'aménagement est parti, au contraire, et ils le savent très bien. L'aménagement est parti, c'est une décharge. C'est une charge de moins. D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers éditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Adama Diabaté en direct de Bamako pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, à quand la disparition des vestiges du colonialisme? Donc, la première question, la France ne peut plus rédiger les résolutions et déclarations concernant le Mali au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'était le gouvernement malien dans une lettre adressée le 1er mars 2023 à Pedro Camissario Afonso, président en exercice du Conseil de sécurité et ambassadeur du Mozambique auprès de l'ONU. Donc, rappelons que la France a porté la plume sur tous les sujets concernant le Mali au Conseil de sécurité, notamment depuis décembre 2012, lorsque la situation dans le pays était inscrite à l'agenda du Conseil de sécurité. En août 2022, le Mali a porté plainte, c'est ce que monsieur Diabaté a rappelé tout à l'heure, auprès du Conseil de sécurité pour actes d'agression, de subversion, de déstabilisation et de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs des forces armées françaises. Et début 2022, les autorités maliennes ont alerté
à 2 reprises la communauté internationale sur les actes hostiles de la France. Alors, Monsieur Diabaté, j'aimerais bien vous poser la première question sur ce sujet-là, parce qu'on aimerait bien comprendre de quoi s'agit-il exactement, et cette histoire-là de porte-plume, et pourquoi le Mali a dénoncé et retiré ce statut à la France. Merci, monsieur Hamal. En un mot, cette histoire de porte-plume, c'est une histoire pour tous les Africains en réalité. Parce que si il faut que ton bourreau, l'assassin de ton père, soit en même temps le procureur et le juge à ce procès, vous comprenez déjà l'issue du jugement. Et c'est ça le cas de la France. Donc, après tout ce que la France fait en Afrique depuis des centenaires, et que cette France soit porte-plume de notre nation, c'est-à-dire toutes les questions concernant notre pays, ce soit la France qui introduise aux Nations Unies, qui fasse les demandes, qui introduise ces documents, je pense que c'est vraiment la continuation de la colonisation. C'est quelque chose qu'il fallait en finir avec. Si nous pouvons parler de plus. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur Diabaté, cette histoire-là, c'est quelque chose qui est dans les textes même de fonctionnement du Conseil de sécurité. Peut-être vous nous expliquez encore plus. C'est lié au fait que et les Nations Unies et le Conseil de sécurité ont été donc mis en place après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les pays africains étaient encore sous domination coloniale. Donc, c'était les puissances coloniales qui parlaient pour de ces pays. Et en fait, ce droit-là n'a pas changé. Si j'ai bien compris. Et Gamal, vous avez absolument raison. D'ailleurs, une petite perspective en tant qu'expert dans ce domaine, le système des Nations Unies. Le système Bretton Woods a été mis en place pour pérenniser la victoire de l'Occident. En tête, les États-Unis. C'est-à-dire, pour être concret et très laconique, tout le système des Nations Unies a été mis en place pour que l'Occident domine le monde pour le plus longtemps possible. C'est pour cela, dans la première partie, c'était un passage, je vous ai dit que le FMI, la Banque mondiale, la on y reviendra. Oui. Donc, c'est des on y reviendra. OK. Donc, en un mot, effectivement, vous avez raison. Quand les Nations Unies étaient mises sur place, nous étions encore des territoires d'outre-mer. C'est-à-dire, nous dépendions de la France. Formellement, nous avions même des députés représentant nos territoires dans le Parlement, soi-disant français. Donc, la France faisait tout en notre nom. On était comme pratiquement pas intégrante, mais sous domination française ou comme partie de la France. Bon, comme notre soi-disant indépendance, là, elle n'a jamais été une indépendance, elle a été toujours une formalité. Donc, on n'avait même pas trop prêté attention à ces choses parce que là, pour le problème que ces choses, alors que tout ça là, c'est symbolique, ça a des importances. Donc, la France a continué à parler à notre nom, à intervenir à notre nom, ce qui même a fait la force de la France. Parce que, sachez que sans ces pays africains, la France n'aurait pas sa place au Conseil de sécurité parce qu'elle n'a pas une telle puissance économique. Sans les Africains, elle n'a jamais, comme Poutine l'a dit, la France est un nain économique sans l'Afrique. Vous enlevez l'uranium nigérien, l'uranium malien qui bientôt sera en exploitation, le lithium, l'or et toutes les autres ressources qui sont inépuisables, le café et le cacao ivoirien, et puis la liste peut continuer. Et la France devient réellement un nain économique. De même, vous enlevez à la France ce rôle de porte-plume des pays africains, la France devient non importante pour ses soi-disant partenaires. Parce qu'elle ne va valoir rien. Elle sera égale à rien. Elle ne pourra servir personne. C'est avec l'Afrique et le poids des Africains qui étaient encore sous la domination de la France
qu'en quelque sorte, la France était considérée parmi les Et donc, soi-disant si grandes j'ai nations. bien, donc, juste pour bien éclairer cette question à nos auditeurs, en fait, ce n'est pas uniquement le Mali, mais tous les pays qui étaient sous domination Ah française oui, absolument. rentrent tous sous ce chapitre-là de porte-plume. En fait, les francophones, c'est la France, les anglophones, c'est le Royaume-Uni, les Portugais, ceux qui parlent Portugal, c'est le Portugal, et ainsi de suite. C'est-à-dire que il y a toujours une sorte de tuteur Oui, qui parlent au nom de ces pays pour exposer leurs problèmes ou leurs soucis. absolument, M. Gamal. Et là, c'est ça toujours les séquelles de la colonisation. En fait, c'est pas des choses à négliger parce que, vous savez, psychologiquement, ça rappelle toujours que ces gens-là sont supérieurs à nous, on dépend d'eux et c'est eux qui décident à notre place. D'ailleurs, raison pour laquelle j'ai toujours dit que c'est pas nous qui avons appelé l'aménagement, mais c'est la France. D'accord. Elle Absolument. a fait ça, soi-disant, en notre nom, mais sans nous demander. Elle nous a mariés en notre absence, sans notre consentement, à notre insu. D'accord. OK. Bien, maintenant, c'est clair. Alors, la deuxième question dans le même sens, mais en passant maintenant au futur, le Mali aspire à lancer une dynamique de développement pour les années à venir et dans tous les domaines. Alors, Oui. où en est la situation économique et sociale dans le pays actuellement et y a-t-il une évolution dans ce sens? Et qu'en est-il de la participation du Mali à la monnaie toujours contrôlée par la France, à savoir le franc CFA? Merci beaucoup pour ces questions-là qui sont très, très intéressantes, chacune. Et en fait, s'il faut commencer par la monnaie, oui, pour le moment, nous utilisons leur monnaie, leur soi-disant monnaie, alors que ce n'est même pas une monnaie, ce n'est que du papier du trésor français qui n'est utilisable nulle part. Donc, ce n'est pas, je n'appellerai pas ça de l'argent. Donc, à la fin, obligé, le Mali aura sa monnaie. Et tout le monde peut en être sûr, mais il y en a tellement à faire et il faut savoir planifier, faire la priorité, faire quand, quoi, sinon il y aura trop de tâches à accomplir à la fois. Donc, par exemple, pourquoi cette question-là, la population exige, la population demande à longueur de journée. Je les calme chaque fois, je dis qu'à la fin, c'est ce à quoi on doit aboutir et on va aboutir. Donc, on va étape par étape. Maintenant, ce qui concerne les perspectives économiques du Mali, je veux dire que monsieur, Gamal, on est en train de travailler 24 sur 24. La raison pourquoi je vous ai dit dans la première partie qu'on est en train de diversifier nos partenariats au maximum possible. Et Dieu merci, potentiellement, on a tellement de partenaires que je me pose la question, bien que je sais déjà la réponse. Pourquoi on a pris tout ce temps-là et sans vouloir oser tester ou bien essayer ces opportunités que nous avons aujourd'hui? La preuve est que, M. Gamal, malgré les sanctions qui sont sur le Mali, les mauvaises volontés de la France, de la CEDEAO instrumentalisée par l'Union européenne, la France et les États-Unis, de nos pays voisins qui jouent à l'ennemi à nous. Malgré ça, la vie au Mali est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que dans nos pays voisins. Malgré que les Maliens ne reconnaissent pas ça. Ils crient, la vie est difficile, la vie est ceci, la vie est cela. Pourquoi? Parce que chacun connaît ses réalités. Mais en même temps, les Maliens oublient que, sans aller loin, prenons la Côte d'Ivoire par exemple, à un pays, la Côte d'Ivoire a 3 raffineries de sucre. Mais le sucre, l'année dernière, au mois de carême, avait atteint 1000 francs le kilo en Côte d'Ivoire. Mais quand nous avions 600 francs ici, ou bien 700 francs, nous crions, nous paniquions que le sucre était très... Alors que nous sommes un pays enclavé. Et je vous dis, malgré les 1000 difficultés qui existent, les salaires sont payés. Il y a eu la énième augmentation des salaires. Et petit à petit, la population comprend que cette équipe, Assimi et compagnie, ils sont en train de faire de l'impossible vu la gravité et l'austérité des conditions dans lesquelles ils sont en train d'opérer. Et vu, comme on dit ça, l'acharnement des ennemis sur cette équipe.
qui, malgré tout, va réussir. Vous savez pourquoi, Gamal? Parce qu'ils ont le soutien 100% de la population. La population est prête à s'abstenir, à se passer temporairement de certains conforts pour un lendemain prospère et glorieux. Et croyez-moi, c'est pas que nous croyons à notre lendemain glorieux. Nous le savions. Nous le savons et nous le saurons toujours. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes ressources-là qui ont fait la gloire et l'opulence de la France que désormais on s'approprie, c'est-à-dire nos richesses. 22 millions de populations maliennes avec 5 jugements de lithium. Donc, dans 3 ans, nous serons le premier producteur de lithium. Aujourd'hui, on est le premier producteur de lithium en Afrique occidentale, vu l'importance de ces produits. Je donne un seul exemple. Et je vais vous donner 7 cobalt, coltan, lithium, etc. Les 7 premiers produits les plus recherchés aujourd'hui, on en a en qualité. C'est le Mali, pratiquement le seul pays qui a de l'hydrogène pur à l'état naturel. Et en quantité incommensurable. Mais tout cela là nous était caché et tout cela, c'était la France qui s'appropriait. Mais c'est du scandale. Vous prenez aujourd'hui les richesses. Et puis la France, et à travers l'euro, c'est toute l'Europe aussi qui profitait du pillage de l'Afrique. Vous avez absolument raison. Avec l'arrimage de notre monnaie, le franc français et le franc français sur l'euro, même l'Union européenne n'est pas intéressée à ce qu'on se débarrasse de la France. C'est là cette cohésion des Européens derrière la France au Mali. Ça, vous avez absolument raison. Donc, la France et l'économie européenne gagnent tous de ces, excuse-moi, de ces, je ne sais même pas comment m'exprimer culturellement, de façon cultivée, ou bien de façon moralement acceptable. Ce qu'ils font ici, quand même, c'est hors la morale, hors la loi. Donc, ils sont tous intéressés, ils gagnent tous, parce que les fonds de notre or qui gagnent là-bas illégalement, tout ce qui sont suit, ça renforce les réserves de la Banque centrale de l'Europe. Bien. L'Europe est indirectement intéressée. L'euro est arrimé sur le CFA directement parce que tout l'or de la zone CFA s'égare chez eux là-bas. D'où le fait que la France soit la 4e ou 5e réserve d'or sans exploiter un gramme chez eux. Ça, c'est pas du miracle, tout le monde comprend d'où ça vient. Bien, alors, de ce point de vue, Monsieur Diabaté, j'aimerais quand même poser une question avant de passer à la dernière concernant cet aspect-là des institutions internationales. Et je voudrais commencer juste par la chose dont vous venez de terminer. Alors, tout le monde se rappelle la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle, donc je crois que c'était en mars 2023, l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Et on pourrait aussi rappeler la déclaration conjointe OTAN-Union européenne du 10 janvier 2023, affirmant que l'Occident uni utilisera tous les outils économiques, financiers, politiques et militaires dont disposent l'OTAN et l'Union européenne pour garantir les intérêts de notre milliard, c'est-à-dire le milliard des Occidentaux. Alors, merci. Avoir ça, donc ce genre de déclaration de quintessence du complexe d'exclusivité que l'Occident s'accorde, il veut normaliser dans les relations et les organisations internationales. Ma question, à quoi servent encore les institutions internationales? Peut-on encore parler de droit international? Et le changement, pour qu'on puisse convaincre les pays du Sud de ce changement, notamment les Africains, ne devrait-il pas commencer par le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, l'OMC et ainsi de suite et fermer la porte, disons, de l'histoire de toutes ces institutions qui sont devenues, depuis la chute de l'Union soviétique, des instruments de domination globale? Merci, M. Gamal, pour vos questions professionnelles comme toujours. Raison pourquoi c'est toujours un plaisir d'intervenir dans vos programmes. Vraiment, la question m'est ravie. Vous avez résumé dans votre phrase le problème et la solution qui est là pour nous, c'est-à-dire pour le reste du monde.
les États-Unis et ses acolytes, à part, et le reste du monde. C'est-à-dire, ces institutions internationales, comme vous m'aviez dit tout de suite là, quand je voulais répondre, qu'on allait revenir, sont là juste pour pérenniser la domination des États-Unis et de ses camarades européens sur le reste du monde. Au point que, comme vous venez de le voir, à travers les citations de Borrell et puis l'autre là, Xavier Hamas, ce sentiment d'exclusivité, ce sentiment de suprématie raciale, ce sentiment d'être choisi par le Tout-Puissant, d'avoir le droit de décider du sort du reste. Mais malheureusement, M. Gamal, cette citation aujourd'hui rejoint le terme d'une sociologue américaine, j'ai oublié son nom, la dissonance cognitive. C'est-à-dire, l'Occident vit dans un rêve. La dissonance cognitive, c'est comme si M. Gamal il vous a toujours été raconté que vous étiez super puissant, vous étiez Superman, vous étiez Batman, vous pouviez faire tout, vous étiez Duncan MacLeod, vous étiez immortel, et du coup, paf, un accident vous arrive, et tout le contraire passe. Et il y a des facteurs qui vont s'arrêter devant vous ici. Le respect. Et toute cette illusion s'effondre d'un seul coup. Merci. Et c'est ce qui se passe avec l'Occident, mon ami. Et s'il pouvait faire quelque chose, l'Union européenne, c'est 27 pays, plus les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, Taïwan, je peux m'arrêter là. Pratiquement 51 pays coalisés contre la seule Russie. Et depuis combien de temps ils ne parviennent pas à faire quelque chose? Au contraire, la Russie est en train de les humilier. Et vous avez vu avec l'envoi de ces derniers, soi-disant, des réécrits équipements, que la Russie est en train de détruire, on dirait, avec des jeux d'enfants. Et jusqu'à présent, ils tiennent à tenir pendant avec la perte. Mais pourtant, excuse-moi de n'avoir pas fini mon idée ici, mais il y a une idée qui est venue que je ne veux pas oublier. La semaine dernière, vous avez vu une scène très intéressante entre la présidente de la Commission européenne et puis de l'Assemblée, Michel et Van der Leyen, quand celle a demandé à ce qu'on continue encore de prendre des sanctions contre la Chine. Et Michel dit que non, on ne va plus reprendre les mêmes erreurs parce qu'on a eu de commettre l'erreur de suivre les États-Unis et d'abandonner le gaz russe, et ce qui a mis l'économie européenne à genoux. Donc, ajouter à cela la Chine encore, ce sera fini pour l'Europe. Non, ce ne sera pas fini pour l'Europe, c'est déjà fini pour l'Europe. Donc, M. Kama, moi, je mets ces explications, ces expressions dans le contexte de l'illusion. De la dissonance cognitive, c'est-à-dire du rêve. Parce que, écoutez, pendant combien de siècles, ces gens-là sont habitués à voler les gens, à faire fi de la loi, et rien ne s'est passé, et du coup, ils voient leur puissance, leur suprématie disparaître. Parce que je dis à tous qui veulent l'entendre, l'hégémonie occidentale est terminée. L'hégémonie occidentale est finie. Et je répète encore, l'Occident ne va plus jamais dominer le monde comme ils l'ont fait. Tout est là pour que cela ne s'efface plus. Jusqu'à dessin, en 1975, quand ils proposaient le G7, et rappelez-vous, ils contrôlaient quel pourcentage de l'économie mondiale? Pratiquement 70%, 67%, soit leur économie et l'économie qu'ils contrôlaient. Aujourd'hui, les BRICS à eux dépassent le G7 en produit national brut ajouté. Oui. Les BRICS seulement. Donc, l'alternative à ce désordre que vous avez appelé droit international dans l'État, vous, c'est la communauté internationale, nous tous, c'est les BRICS aujourd'hui et la nouvelle philosophie, la nouvelle politique internationale qu'ils veulent mener, où tout aura la chance de s'affranchir. Et de mener justement, je voulais vous proposer
Je voulais vous poser une dernière question dans cette émission, justement, concernant les BRICS. Alors, l'un des sujets fondamentaux qui seront traités lors du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud est l'idée de créer une monnaie commune d'échange entre les pays membres et qui serait ouverte à tous les États, les autres États qui voudraient l'utiliser. Alors, cette monnaie commune des BRICS, à votre avis, ne pourrait-elle pas supplanter le franc CFA dans les échanges et ouvrir des pays africains entre eux et entre les BRICS et ouvrir des espaces énormes d'émancipation et de coopération avec cette grande puissance? Et est-ce que, à votre avis, ne serait-ce pas ça qui fait courir Emmanuel Macron, qui demande la faveur de ces pays des BRICS pour assister à ce sommet? Absolument, monsieur, vous avez comme toujours bien remarqué, bien noté, et seulement se pose la question, il va aller foudre quoi là-bas? En qualité de quoi? Il a pas de préoccupation, sauf à aller participer au sommet du pour dire quoi? Les BRICS, c'est l'alternative à eux, les voleurs, les brigands, les maraudeurs. Les BRICS, c'est l'alternative à eux, ceux qui ont terrorisé le monde. D'ailleurs, je voulais vous rappeler l'interview la semaine dernière de l'un des meilleurs diplomates des États-Unis qui disait que la plus grande menace à la sécurité mondiale, c'est les États-Unis. Et c'est un diplomate chevronné américain qui dit ça. Imaginez-moi jusqu'à quel point aujourd'hui ces choses sont devenues insupportable. Pour rappel, Richard Nathan Haas est un diplomate américain, ancien président du Conseil des Relations extérieures et ancien conseiller du secrétaire d'État Colin Powell dans l'administration de George W. Bush. Dans une interview accordée au New York Times, il a reconnu l'effondrement du système politique américain qui a fait des États-Unis la plus grande source de problèmes et un parangon douteux de démocratie. Selon Richard Haas, la situation politique intérieure du pays a fait des États-Unis un partenaire peu fiable et une menace majeure pour la sécurité mondiale. Donc, c'est pour vous dire que cette monnaie de BRICS sera la bienvenue. On est pressé qu'il l'instaure. Et cette monnaie peut bel et bien fonctionner avec la nouvelle monnaie malienne et ouest-africaine, j'espère bientôt, mais qui ne sera pas le CFA. Et si le besoin est là, pourquoi pas? Une telle monnaie sera tellement stable, parce qu'avec le poids des économies qui ne feront pas dedans. Et désormais, M. Gamal, on va rentrer dans le monde réel. Ce que Lénine disait dans ses thèses avec Marx. Pas l'économie hypothétique basée sur les statistiques seulement qui ne sont pas des faits réels, mais on rentre maintenant sur l'économie basée sur du matériel concret, c'est-à-dire autant d'argent, autant de produits, autant de goods. Pas des estimations. D'où cet acharnement ou cet affolement de Macron et ses amis, parce qu'ils savent que l'histoire des BRICS, ce n'est plus un mythe, ce n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Et la preuve, c'est l'abandon il y a des semaines de l'accord entre l'OAE et the United Arab Emirates. Imaginez-vous, avec les États-Unis, et maintenant qui demandent de tels mêmes accords avec l'Iran. Quel bouleversement! Quel bouleversement tectonique dans les relations internationales. Que les Arabes Émirats, l'Arabie Saoudite abandonnent les États-Unis sur de telles questions et veuillent s'associer avec l'Iran. Imaginez-vous. Qu'est-ce qui montre... L'Iran qui, je rappelle, vient d'intégrer officiellement et complètement l'Organisation de coopération de Shanghai. Absolument. L'Iran est devenu officiellement le 9e pays de la coopération de Shanghai ces jours-ci. Et déjà, maintenant, on a la Russie, l'Inde, la Chine, le Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, le Pakistan et maintenant l'Iran. Imaginez-vous, et l'Inde en même temps, sans oublier. Et déjà, même ce groupement en Asie, déjà, c'est un contrepoids contre les États-Unis dans cette zone. De partout, c'est Dieu même qui fait. Vous savez quoi?
à force de trop emmerder le monde, la punition de Dieu, et parfois elle est lente, mais elle est inévitable. Parfois, quand je réfléchis, il y a mal jusqu'à dans ces histoires émotionnelles, mais parfois il me vient à l'idée que même si ce n'est pas une punition de la part de Dieu. Comme les Ivoiriens disaient, est-ce que Dieu n'est pas là-dedans? Donc finalement, je vais dire à mes compatriotes, à tous les Africains, à tous les pays opprimés, ne dormez pas, mais prenez confiance. On est au point de venir à bout de l'hégémonie de l'Occident. On est à bout de prendre notre destinée, ou bien nos destinées en main avec le BRICS, avec une nouvelle géopolitique, une nouvelle configuration des relations internationales et un nouveau contexte, de nouvelles circonstances qui vont permettre à tous ces pays qui auront des bons dirigeants, qui auront des peuples éveillés, d'avoir la chance de s'affranchir. Et c'est ça l'essentiel de tout cela. D'accord.